Donc moi, je travaille sur l'histoire des magasins de sport des années 70 à aujourd'hui, en fait. Je suis dans un projet de recherche qui est là-dessus, avec un angle innovation, mais en ce moment, je réfléchis à cette question de la pertinence de cet angle innovation, pour être tout à fait honnête. Les années 70, pourquoi ? Parce que c'est l'apparition de Decathlon. Et la question, une des grandes questions, évidemment, c'est de comprendre comment Decathlon a conquis le marché des articles de sport et de la distribution d'articles de sport. Dans ce cadre-là, et partant d'un programme de recherche qui travaillait sur les notions de territoire et d'innovation dans les marchés du sport dans les Alpes, je m'étais intéressée évidemment aux magasins de montagne. Et j'étais notamment allée faire un certain nombre d'entretiens auprès de gérants de magasins de stations. Alors, du côté de la Clusaz, mais je suis aussi allée à Chamonix. J'ai interrogé le directeur général de Ski 7 dans le cadre de mes recherches. Et donc, j'ai été amenée, évidemment, comme ces gérants sont pour la plupart, ont commencé leur activité pour certains dans les années 90. Ils ont vu l'arrivée d'Internet et ils en parlent beaucoup avec une certaine... à la fois pour eux, c'est à la fois quelque chose qui est positif, mais majoritairement quand même, c'est quelque chose qui leur apparaît comme un danger et comme quelque chose de négatif. Donc je me suis demandé dans quelle mesure Internet avait pu contribuer ou pas à révolutionner, à changer les pratiques des magasins de sport de station. Alors je voulais partir justement au milieu des années 90 par une citation qui est tirée elle-même d'un ouvrage de Patrice Fichy qui s'appelle « L'imaginaire d'Internet » et qui cite Newsweek en 1995 qui dit qu'Internet est le média qui va changer la façon dont nous achetons, nous communiquons, nous publions et serons damnés. Donc il y a l'idée, dans les années 90 évidemment déjà, qu'au moment où il y a cette bulle Internet autour des .com, qu'il va y avoir une révolution de l'innovation avec Internet, que ça va complètement bouleverser tous les usages. Alors à cette date, au milieu des années 90, les magasins de sport en France ne sont pas encore touchés par cette innovation qui bouleverse tout aux États-Unis. Ils sont touchés par d'autres changements importants. D'une part, dans les magasins de station, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur, qui est Ski 7, et qui se présente comme en rupture par rapport à ses prédécesseurs. Et puis, du côté de la plaine, parce qu'il y a une dissociation qui est faite entre plaine et montagne dans les magasins de sport, Decathlon, qui vient de devenir le leader de distribution d'articles de sport, est en train de réfléchir à comment continuer à croître dans un marché qui est devenu un marché de plus en plus mature. Et donc, s'efforce de conquérir tous les territoires. Donc, il va du côté de l'Europe, mais il part aussi de la périphérie des grandes villes pour aller vers les villes moyennes et pour aller aussi vers les centres-villes. Et de plus en plus aussi, il songe à aller en montagne. Si je me place de l'autre côté de ma période, en 2014, au moment où Jérémy Rifkin évoque la nouvelle société du coût marginal zéro, dit qu'on est rentré en raison d'Internet dans un nouveau système économique, avec de nouvelles pratiques, les pratiques collaboratives dans lesquelles il inclut la location, je me suis demandé si la place écrasante de la location dans le marché du ski, en station, n'était pas le signe justement d'un bouleversement qui aurait été introduit par Internet. Donc je me demande aujourd'hui dans quelle mesure est-ce qu'on assiste à la mise en place, pour reprendre l'expression de Norbert Alter, d'un nouveau cadre normatif qui aurait permis, du milieu des années 90, au moment où apparaît Internet, à 2014, au moment où il s'est démocratisé, qui aurait permis de changer l'image poussiéreuse des magasins de station. Donc je vais essayer de retracer les étapes de ce processus en 3 temps. D'une part, en montrant que jusqu'au début des années 2000, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on a plutôt l'impression que, on va dire, les cadres traditionnels des magasins de sport, de station, se renforcent à l'abri de la nouvelle économie, à l'écart, de la nouvelle économie. À partir du début des années 2000, on commence à voir apparaître des sites de location de ski sur Internet. Mais je dirais qu'il faut quand même attendre vraiment 2006, le milieu des années 2000, pour assister à une révolution de l'innovation qui serait impulsée par Internet dans le monde des magasins de sport de montagne. Alors effectivement, de 1994 à 2000,
on a le sentiment plutôt qu'il y aurait dans ce moment un renforcement plutôt des cadres anciens. Ce sont des décennies d'essor du web, marchand, libéral, et c'est l'entrée dans le cadre de la distribution sportive dans un moment de marché mature. En montagne, les cadres dits traditionnels, en tout cas considérés comme traditionnels par les analystes, semblent renforcer leur position. Ce sont les magasins de station qui dominent le marché du matériel de sport d'hiver. Et parmi ces magasins de station, on trouve essentiellement des magasins, soit des magasins indépendants, soit des magasins issus de ce qu'on appelle le commerce coopératif, qui est un commerce très ancien, avec des entreprises qui sont juridiquement indépendantes, mais qui effectuent un certain nombre d'opérations en commun dans le cadre d'un réseau organisé, avec 3 grandes entreprises qui dominent, qui sont Intersport, Technicien du Sport et Sport 2000. Et on a encore, très présent, des indépendants, des gérants qui n'ont aucun réseau, et qui subissent par contre, dans ces années-là, la pression croissante de ce commerce affilié, mais qui, même s'ils subissent la pression de ce commerce, s'en tirent beaucoup mieux, pour reprendre l'expression d'un des gérants, dans les stations de ski que leurs équivalents, leurs homologues, en plaine. Donc on a une accentuation du nombre de magasins dans cette période-là. On en avait 800 au début des années 90, on en a 900 à la fin des années 90. Déjà, leur développement s'appuie sur la location, qui est jugée plus rentable que la vente. 7 entreprises sur 10, au milieu des années 90, réalisent 40% et plus de leur chiffre d'affaires grâce à la location. Ce dynamisme du commerce de sport de montagne, très largement donc détenu par le commerce coopératif, va entraîner la création d'un nouveau réseau. Alors nouveau, je crois qu'on peut quand même mettre le nouveau entre guillemets, qui est Ski 7, en 1994. Alors, Ski 7, qui apparaît donc en 1994, en fait, à la fois introduit des ruptures et en même temps s'inscrit dans un cadre s'inscrit dans un certain nombre de continuités. Les ruptures, c'est qu'il aurait emprunté à la location de voitures, à Wyss Werts, l'idée qu'il faut appliquer ce qu'on fait dans la location de voiture à la location de ski, en particulier renouveler plus souvent le parc des skis. Et puis, il y a aussi, ce qui est nouveau dans Ski 7, c'est se dire, on va s'appuyer aussi, on va aller conquérir d'autres marchés, et en particulier s'appuyer sur les tours opérateurs, s'appuyer sur les hébergeurs, sur les industriels du sport, etc., et profiter de ces liens pour, en quelque sorte, verrouiller le marché en amont. Alors ça avait déjà été, donc ça va être mis en place par Ski 7, c'est une forme de rupture, et c'est ce qui change fondamentalement, mais ça avait déjà été évoqué par ce qui est un peu un ancêtre de Ski 7, qui était Ski Neige, qui avait été fondé en 1978, où déjà on avait dit qu'il fallait aller chercher, le marché en amont, et en particulier du côté des tours opérateurs. Mais, d'un autre point de vue, Ski 7, c'est qui ? Ce sont les 7 plus gros loueurs de ski qui étaient déjà dans des réseaux auparavant, en particulier Techniciens du Sport. Ce sont des grands barons de la distribution. Ce sont pour beaucoup d'anciens champions de ski. Parmi les fondateurs de Ski 7, on trouve Annie Famoz, et qui donc va aussi bâtir son réseau à partir des liens qu'elle a avec le monde sportif et avec le monde montagnard. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas nouveau fondamentalement et qui reproduit et qui utilise des choses plus anciennes. Donc là, on a des montagnards, on a des champions de ski, on a des gens qui étaient déjà très bien implantés en station et qui vont introduire un modèle en quelque sorte nouveau, mais aussi en s'appuyant sur des données plus anciennes. Donc ça, c'est un premier élément qui se passe dans les années 90, l'apparition de ce réseau qui s'appuie aussi sur un certain nombre d'héritages. Ski 7 va réussir naturellement à s'implanter en montagne. Ce n'est pas le cas des grandes enseignes de plaine qui vont aussi chercher au milieu des années 90 à s'implanter en montagne, notamment Decathlon. Decathlon est donc la grande surface spécialisée du sport qui est née dans le giron d'Auchan et qui devient à ce moment-là effectivement le leader de la distribution d'articles de sport en France. Alors, Decathlon va chercher à s'implanter en montagne pour 2 raisons, au milieu des années 90. D'une part parce que, fabricant depuis 1986, à partir du milieu des années 90, elle crée les fameuses marques Passion, dont la première est la marque Quechua, avec l'idée de se défaire de son image de discounter du sport, et donc de porter cette marque. Et une manière de porter cette marque et de porter la marque Quechua,
qu'elle installe d'ailleurs à 2 pas de Chamonix, à Passy, le centre de conception, elle l'installe à 2 pas de Chamonix, eh bien, c'est de dire on va aussi la vendre dans les magasins de station. Donc, ils cherchent désespérément des gens qui accepteraient de vendre la marque dans les magasins de station. Et puis, en dehors de ça, on est aussi dans cette espèce de dynamique de dire on va développer en dehors du territoire habituel de Decathlon, c'est-à-dire en dehors de la périphérie, on va chercher les centres-villes, on va aussi chercher la montagne. Donc, il y a cette double volonté qui fait que Decathlon cherche absolument à rentrer sur les marchés de la montagne, et au milieu des années 90, il n'y parvient pas non plus. Il n'y parvient pas parce que, comme dirait justement son fondateur, en tout cas c'est ce qu'il m'avait dit lors d'un entretien, la montagne, elle est à eux. Alors, on a effectivement le sentiment dans cette première période qu'on a plutôt une certaine continuité par rapport à ce qui se passait précédemment, alors qu'il y a cette espèce de frénésie autour d'Internet. À partir des années 2000, on voit apparaître effectivement les premiers sites Internet. Decathlon lance son premier site web en 1998. Et au début, disons, un technicien du sport va lancer le sien en 1998 aussi. Sport 2000, Intersport vont suivre. Ski 7 en 2002. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand même, là aussi, on pourrait dire très bien, il y a une rupture, ils rentrent sur Internet, ils vont développer la location sur Internet. Il faut quand même savoir que ces loueurs de ski et ces enseignes en montagne avaient déjà essayé de développer la location, pas sur Internet à l'époque, mais sur le Minitel. Donc ils vont quand même, dès 1985, par exemple, Trigano et Ski Neige envisagent déjà la location de matériel à distance par le biais de la télématique, et on trouve aussi ça chez Intersport. Et Ski 7 en 1994 ne débute pas ne va pas directement sur Internet, mais va aller d'abord sur le Minitel. Donc il y a aussi une transition du Minitel à Internet. Donc là aussi, j'allais dire, Internet n'arrive pas de nulle part. On retrouve le fameux Minitel français qui, en réalité, au milieu des années 90, au moment où va apparaître Internet, va commencer fortement, à décliner. Donc on voit apparaître effectivement cette location au début des années 2000, avec déjà le sentiment qu'avec l'apparition de ces nouveaux sites Internet, se développent des logiques qui sont des logiques de pression croissante sur les gérants de magasins de sport, notamment en termes de volume. Pour autant, au début des années 2000, les usages de ces sites, y compris pour la location de ski, sont encore hésitants. On a du mal à développer vraiment le paiement, la réservation avec paiement en ligne, et on a le sentiment que c'est davantage encore un outil de communication, un outil de publicité qui va permettre de mieux cibler la clientèle, de mieux communiquer avec elle. Il y a notamment un entretien avec le fondateur du réseau Ski Loisirs en station, qui ouvre un site donc en 1999. Il l'ouvre non pas pour faire des réservations en ligne, mais parce qu'Internet accélère la circulation d'informations et permet une amélioration, je cite, de l'offre de services, et que l'email favoriserait les liens avec les consommateurs. De la même façon, j'ai rencontré à la Clusaz un gérant de magasin de sport indépendant qui s'est très vite mis à Internet, mais qui a considéré que vraiment Internet était intéressant et performant à partir du moment où il a réussi, et donc c'est pas tout de suite, à mettre en place du paiement avec la réservation en ligne. Alors, ça s'explique, j'allais dire, ces hésitations, le fait que Internet suscite encore des interrogations, parce que, d'une manière générale, au début des années 2000, on est au début du développement du web et du e-commerce, avec notamment pour le e-commerce de fortes craintes vis-à-vis du paiement. La mesure d'ailleurs du développement du web et du e-commerce, la mesure statistique, ne commence qu'en 2003, à un moment où, au début des années 2000, 11% des Français de 12 ans et plus sont des internautes, et où 27% des internautes réalisent des achats par Internet. Il faut attendre le milieu des années 2000 pour voir que 55% des Français sont équipés d'un ordinateur à domicile, pour 40% qui ont accès à Internet. Donc vraiment, j'allais dire, ça explique sans difficulté que finalement, la location en ligne au début des années 2000, au moment où ils se lancent sur Internet, ce soit encore quelque chose de marginal. Après 2 saisons, pour ce qui est de techniciens du sport, la location de matériel en ligne n'aurait rapporté qu'un peu plus de 100 000 francs. Donc ça fait à peu près 20 000 euros, 2015. Et peu de temps après l'ouverture du site, le taux de transformation de skiloisirs.com n'est que de 2%.
En 2003, alors ça, c'est pas la location, mais ça donne une idée aussi du succès des sites internet d'une manière générale, des magasins d'articles de sport. Decathlon ferme son site faute de rentabilité. Donc on est dans un moment encore où on introduit Internet, donc on se met quand même assez rapidement sur Internet, mais en définitive, on n'arrive pas encore, on n'est pas vraiment dans une rupture fondamentale qui serait introduite évidemment par Internet. À partir du milieu des années 2000, on va voir que les choses vont quand même changer profondément. Et c'est ce que j'ai appelé effectivement Internet révolutionne l'innovation. Alors le tableau que vous voyez ici, j'ai eu la chance d'avoir accès à ce tableau il m'a été confié par Skisset. Donc c'est un tableau qu'ils ont réalisé pour un dossier de presse, où on voit effectivement l'évolution du chiffre d'affaires Internet de Skisset depuis les débuts effectivement les débuts du site jusqu'à aujourd'hui à peu près. Donc on a fait x22. Le chiffre d'affaires a fait x22 depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. On voit bien quand même effectivement la rupture du milieu des années 2000. On a effectivement une croissance très forte à partir du milieu des années 2000. Donc ça, qu'est-ce qu'il explique ? C'est l'apparition de la DSL, du haut débit. C'est le fait que le réseau soit de plus en plus accessible financièrement. Le milieu des années 2000, c'est aussi l'essor du fameux Web 2.0 qui va participer de cette démocratisation. Et donc, on lit effectivement cette dynamique dans la location en ligne. Donc, j'ai l'exemple de Skisset. Je pourrais aussi vous donner le nombre de réservations. 5 000 pré-réservations en 2003, 150 000 en 2008. Donc là, Skisset, évidemment, n'est pas la seule à centrer sa stratégie sur la toile. Du côté d'Intersport, en 2012, Intersport cherche à se renforcer en montagne, et à se renforcer en montagne en passant par le web, et en mettant en avant son site de location. En 2010, la distribution en station privilégie la location, et à cette date, les réservations sur Internet représentent environ 30% du marché de la location de matériel de ski. En 2013, environ 70% des skieurs français louent leur matériel. Ils étaient, disons, début des années 90, 40%. Donc on a vraiment une accentuation de la location de matériel qui accompagne effectivement Internet. Donc Internet, j'allais dire, a une présence. Le marché sur Internet et le chiffre d'affaires sur Internet de la location se développe, mais on a le sentiment aussi que du point de vue du modèle, que du point de vue du métier des magasins d'articles de sport, il y a aussi des changements qui sont introduits par Internet. C'est-à-dire que ce changement quantitatif qui passe par Internet, il est ressenti aussi par les gérants de magasins de sport. Je cite l'un d'eux. C'est un bouleversement. Je ne fais plus du tout le même métier. Avant, je louais des skis. Maintenant, je procure des skis via Internet. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est produit, que leur métier a changé, et j'allais dire, il a changé aussi du point de vue de la vente, parce qu'avant, ils louaient des skis, mais ils vendaient aussi. Et maintenant, j'allais dire, ils se tournent essentiellement vers la location, parce qu'ils sont tellement concurrencés pour la vente qu'ils ne peuvent plus compter sur la vente pour véritablement faire une part importante de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, il y a vraiment un sentiment que Internet a changé définitivement les choses. Et qu'Internet aussi, avec l'apparition de la location en ligne, a encore accentué la pression des centrales. Notamment, un certain nombre de témoins parlent même de guerre des centrales, et avec la nécessité, avec Internet, d'appartenir à une enseigne. Je cite encore un magasin de sport indépendant. Soit on appartient à une enseigne si on veut essayer d'être un player sur le net, en location, soit il faut oublier. Et donc, au milieu des années 2000, un nouveau réseau apparaît, qui met aussi en avant cette nécessité d'avoir un site web. Ce réseau, c'est Skimium. Et ce réseau, Skimium, ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau qui a été fondé en collaboration avec un grand leader de distribution d'articles de sport qui est Decathlon. Et donc, Decathlon parvient là aussi, dans ces moments-là, par le biais de la location en ligne et à intégrer le marché de la location et à rentrer dans les magasins de station. Mais ce qui est intéressant, et là je vais revenir sur cette idée d'un bouleversement, donc c'est vrai
quand on observe les commentaires qui sont faits sur l'arrivée du web et le développement de la location en ligne, on a vraiment le sentiment d'un bouleversement où on aurait quelque part un passage d'un commerçant à un cyberloueur. Donc on aurait quelque chose comme effectivement un nouveau cadre normatif. Mais en même temps, quand on regarde l'arrivée de Skimium, et donc quelque part derrière de Decathlon en montagne, eh bien on se rend compte que ça se fait dans des cadres qui sont des cadres qu'on pourrait considérer comme des cadres anciens. Parce que même si la location en ligne se développe, pour se développer, elle a quand même besoin de lieux de vente physiques. Et donc, lieu de vente physique, ça veut dire qu'elle a besoin de points d'ancrage sur les territoires. Et donc, au moment où Decathlon dit, voilà, moi je voudrais bien pouvoir entrer dans le commerce de montagne, donc je vous apporte ma force de frappe commerciale, etc. Sous-entendu, vous m'apportez votre réseau, et vous m'apportez un point d'ancrage physique, en quelque sorte, où je peux aussi vendre accessoirement 20%, où vous vendrez au moins 20% de produits Quechua. Et donc, pour le faire, il s'adresse à des détaillants dits traditionnels, c'est-à-dire qu'il est allé voir... alors, suivant les discours qu'on a, soit c'est les détaillants qui sont allés voir Decathlon, soit c'est Decathlon qui est allé voir les détaillants. Toujours est-il qu'ils se sont retrouvés. C'est Sanglar Sport à Chamonix, et puis Éric Labourex à Belleplagne, donc des détaillants traditionnels qui appartenaient à d'autres réseaux, qui sont allés voir Decathlon et qui ont dit « Très bien, vous voulez rentrer dans les magasins de montagne, nous on veut développer aussi la location, on veut profiter de votre force commerciale pour développer la location en ligne, etc. Donc on vous donne notre réseau, et vous, en contrepartie, vous nous apportez votre force de frappe commerciale. » Et donc Decathlon a réussi à s'introduire sur le marché du sport de montagne de cette façon-là, en promettant aussi aux commerçants d'articles de sport qu'ils conserveraient leur indépendance, et qu'ils continueraient de fonctionner de la même façon qu'ils fonctionnaient précédemment. Donc l'entrée de Decathlon sur le marché, qui a fait très peur aux acteurs du marché, c'est-à-dire que c'était l'entrée du loup dans la bergerie, en quelque sorte, s'est faite aux conditions des commerçants de montagne, parce que y a pas, les emplacements, ils sont pas multipliables à l'infini, ils coûtent extrêmement cher, et donc il a fallu s'arranger avec les commerçants locaux qui disposaient de ces emplacements, qui disposaient d'un certain nombre d'emplacements intéressants. Et il a fallu le faire en passant par le réseau de 2 autres commerçants traditionnels, entre guillemets, et en leur promettant, en leur disant, bon, ce qu'on vous impose, c'est d'avoir au moins 20% de produits Quechua. C'est pour ça qu'on a vu à un moment, parce que maintenant Decathlon s'est retiré du marché, mais à un moment, dans certains magasins de sport de station, des produits Quechua. Mais, sous-entendu, vous vendez au moins 20% de produits Quechua, mais pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Sauf pour la location, et pour le reste, vous menez votre boutique comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, vous êtes indépendant. Et donc ça, effectivement, donc on a maintenu, et on maintient, et parmi les gens qui se sont agrégés au réseau Skimium, on trouve notamment, à la Clusa, c'est le cas par exemple, c'était le cas, des gens qui sont propriétaires de leur magasin, qui appartenaient avant à un autre réseau, par exemple Sport de Mire, qui sont propriétaires de leur magasin, qui ont hérité de leur magasin, de leurs parents et de leurs grands-parents, qui ont perpétué cet héritage et qui se sont quand même mis sur Skimium. Donc qui ont maintenu des héritages tout en s'adaptant et tout en profitant d'un certain nombre de nouveautés. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut bien dire d'une certaine façon que la révolution Internet a gagné le territoire montagnard, mais qu'elle l'a fait selon des règles et selon ses règles précisément. Alors, pour conclure, donc je dirais que oui, on peut dire que de 1994 à 2014, Internet a permis la diffusion d'un dispositif nouveau mis en œuvre à grande échelle, la location de matériel de ski, on a quand même que ce dispositif nouveau a introduit une plus forte concurrence au sein des magasins de montagne, une forte pression concurrentielle, mais que par rapport à ce qui se passe par exemple en plaine, ce commerce de montagne apparaît relativement préservé encore, et que l'appropriation de la nouveauté s'est faite, mais qu'elle s'est faite et qu'elle s'est inscrite dans les cadres qui ont été établis par les commerçants de montagne. Je vous remercie. Bravo. Merci, peut-être été un peu rapide, non ?